Où étiez-vous dans les années 1960? Si vous étiez un adolescent hippie, vous avez peut-être joué de la guitare dans une rue de San Francisco. Si vous étiez un beatnik, vous avez peut-être lu votre poésie dans un café à Venice Beach, en Californie. Et si vous étiez déjà un 14, un adepte de l'auteur des années 1920 Charles Fort, vous étiez probablement en train de marcher dans une forêt de l'Oregon à la recherche du légendaire Bigfoot, ou assis dans le noir autour du Loch Ness en Écosse, attendant que Nessie lève sa tête de saurien au-dessus des eaux. Si les soucoupes volantes étaient votre tasse de thé, vous auriez pu vous prélasser devant un Porsche à Hearthstone, Oklahoma, en regardant les lumières flottantes. Les années 1960 ont été l'âge d'or des fortines et des choses merveilleuses se produisaient partout. Cependant, si vous étiez trop jeune ou trop préoccupé par le mouvement anti-guerre et d'autres questions sérieuses, ou si vous n'étiez tout simplement pas né ou trop drogué, impliqué dans la culture de la drogue naissante, vous avez peut-être simplement manqué toute cette époque qui a changé notre culture à jamais et a complètement révisé notre façon de penser sur cette planète et sur notre univers. Des choses passionnantes se produisaient à tous les niveaux de la société. Martin Luther King dirigeait le mouvement des droits civiques, attendu depuis très longtemps. La conscientisation est devenue le cri de guerre de toute la jeune génération. Les Beatles ont changé le cours de la musique populaire, puis sont partis en Inde pour trouver un gourou qui pourrait les aider à se retrouver. Une révolution sexuelle nous a permis de nous libérer des contraintes des siècles de répression. Des révolutions plus sanglantes ont eu lieu partout dans le monde, de la Chine à la France et dans toute l'Afrique. Une grande vague de changements a balayé la planète entière. Il y a eu des dizaines d'assassinats politiques alors même que des millions de personnes connaissaient une renaissance religieuse. C'était presque comme si une force mystérieuse nous embrassait tous et changeait tout. De 1964 à 1968, d'étranges lumières se sont répandues dans le ciel de tous les pays, suscitant l'émerveillement et amenant des populations entières à se pencher sur des choses cosmiques auxquelles elles n'avaient jamais pensé auparavant. Deux grands pays, l'Union soviétique et les États-Unis, se sont lancés dans une recherche très coûteuse et finalement vaine de la vie extraterrestre. Le docteur Carl Sagan et ses acolytes ont fondé la science chancelante de l'exobiologie, l'étude de la vie sur d'autres planètes. Sans aucun échantillon réel à examiner, c'était une science très difficile en effet, mais très rentable. À la fin de la décennie, un tout nouvel âge a fleuri. Au début des années 70, des millions de personnes reconsidèrent leur âme en jouant avec des cristaux, des cartes de tarot et des mantras de méditation. Les principales universités proposaient même des cours sur la sorcellerie, les ovnis et le chamanisme. Quant aux kiosques à journaux, ils regorgeaient de publications New Age. Les astrologues vendaient leurs livres en échange d'avances de 2000 $. Il semble que l'excitation et la titillation intellectuelle des années 1960 portent leurs fruits, que la race humaine change subtilement pour le mieux. Hélas, comme nous avions tort. Mais nous avons réessayé au milieu des années 1980 alors qu'un autre New Age se déroulait. Les médiums spirituels sont devenus des canalisateurs et un nombre presque illimité de nouvelles conspirations et de complots maléfiques ont été introduits auprès du public. Nous sommes plus fascinés par nos interprétations des grands événements que par les événements eux-mêmes et nous modifions prudemment les faits génération après génération jusqu'à ce que l'histoire se lise comme nous pensons qu'elle devrait se lire. Si vous vouliez croire les scribes fantaisistes qui ont minutieusement enregistré leur version de la longue histoire de l'homme, vous êtes peut-être prêt à accepter le fait que des objets volants non identifiés ont toujours été là-haut. Il est certain que les histoires et les légendes de chaque pays et de chaque race, y compris celles des Esquimaux isolés, sont remplies d'histoires, d'événements aériens inexplicables. Quelle est la validité de notre histoire et où se trouve le point où l'histoire et le mythe s'entremêlent et ne font plus qu'un? Les premières lignes de l'adaptation de La Guerre des mondes d'Orson Welles, diffusée le 30 octobre 1938, étaient presque prophétiques. Nous savons maintenant qu'au début du XXe siècle, ce monde était surveillé de près par des intelligences plus grandes que l'homme et pourtant aussi mortelles que la sienne. Nous savons maintenant qu'à mesure que les êtres humains s'occupaient de leurs diverses préoccupations, ils étaient scrutés et étudiés peut-être presque aussi étroitement qu'un homme avec un microscope pourrait scruter les créatures transitoires qui essaiment et se multiplient dans une goutte d'eau. Avec une complaisance infinie, les gens allaient et venaient sur la Terre pour régler leurs petites affaires, sereins dans l'assurance de leur domination sur ce petit fragment de bois flotté solaire qui, par hasard ou par dessein, a été hérité par l'homme du sombre mystère du temps et de l'espace. Pourtant, à travers un immense fossé éthéré, des esprits qui sont à nos yeux comme les nôtres pour les bêtes de la jungle, des intellects vastes, froids et insensibles, ont regardé cette terre avec les yeux envieux et ont lentement et sûrement dessiné leurs plans contre nous. Pendant que l'homme primitif travaillait à inventer le feu et la roue, il existait déjà sur cette planète une civilisation très développée d'êtres intelligents. Ils ont construit d'immenses cités de pierre, dont beaucoup sont encore debout. Ils ont méthodiquement construit des monticules de terre géants sur toute la planète, dans un but qui nous échappe encore.
Ils ont dispersé des artefacts particuliers de pierre et de métal sur tous les continents et ils ont navigué sur tous les océans, cartographiant systématiquement le globe entier, puis ils ont disparu. Les hommes primitifs ont finalement hérité de la Terre. Ils considéraient les anciennes villes comme des lieux sacrés. Au fil des siècles, ils ont pris conscience des autres formes de vie qui les entouraient. Des formes de vie qui semblaient posséder le pouvoir de l'invisibilité, de la vie et de la mort elle-même. Ils ont inventé des noms pour ces formes. Ils les vénéraient. Ils ont consigné les manifestations de ce monde invisible dans des mythes et des légendes transmises de génération en génération. Ils ont fini par perfectionner les sciences en se basant sur leurs observations de ces manifestations. Avec le temps, ces sciences ont développé de nouveaux mythes. Les premiers propriétaires de la Terre, les constructeurs de ces grandes villes, ont été oubliés. Mais à mesure que les hommes se sont répandus sur la surface de la planète, les traces de ces anciennes civilisations disparues ont été redécouvertes. Les nouvelles sciences de l'homme n'ont cependant pas pu faire entrer ces traces dans leurs nouveaux concepts, et les preuves ont donc été ignorées. En conséquence, la Terre a deux histoires. L'histoire enseignée dans nos collèges et nos écoles, et l'histoire réelle, mais ignorée d'un peuple très ancien et des forces étranges qui ont souvent supervisé les événements humains. Cette civilisation inconnue a soigneusement cartographié toute la surface du globe. Leurs cartes ont été copiées et recopiées puis transmises d'une époque à l'autre. Finalement, des copies ont été redécouvertes par le capitaine Arlington Mallory à la bibliothèque du Congrès. Connues sous le nom de cartes de Piri Reis, rédigées en 1513, elles ont d'abord été trouvées parmi les reliques du palais impérial de Topkapi à Constantinople en 1929. Elles ont fini par se retrouver dans les archives à Washington. Ces cartes étaient incroyablement détaillées et aussi précises que les cartes les plus récentes. L'Antarctique, par exemple, n'a été découvert qu'en 1773 par le capitaine Cook et elle n'a été entièrement explorée que dans les années 1950. Mais le continent gelé est représenté avec une précision presque parfaite sur les cartes de Piri Reis, y compris des chaînes de montagnes qui ne nous étaient encore même pas connues avant 1952. Plus étonnant encore, ces cartes présentent des glaciers et des zones terrestres qui ont existé pendant l'ère glaciaire avant le dernier grand déplacement de la croûte terrestre il y a environ 10 000 ans. Ces faits ont amené M. Mallory à conclure que l'original, sur lequel les cartes de Piri Reis étaient apparemment basées, devait avoir été dessiné avant l'ère glaciaire. Les scientifiques modernes ne semblent pas s'entendre sur l'âge de l'humanité. Chaque année produit un nouveau morceau d'os et une nouvelle controverse. Certains prétendent que l'homme aurait un demi-million d'années, d'autres proposent des estimations plus prudentes allant de 30 à 70 000 ans. Mais tous semblent partager l'idée que nos ancêtres étaient terriblement primitifs il y a 10 000 ans. Ils n'étaient certainement pas assez développés pour naviguer et cartographier la Terre. Il aurait été impossible pour quiconque de contourner les cartes en 1929, l'année où elles ont été trouvées à Constantinople. Il aurait été encore plus impossible pour quelqu'un de les truquer en 1513. Et il est tout à fait ridicule de penser que quelqu'un aurait pu faire des relevés de la Terre avant la période glaciaire. Les scientifiques modernes ont une méthode très scientifique pour faire face à des découvertes aussi humiliantes. Ils les mettent tout simplement dans les sous-sols de leur musée et les oublient. Le capitaine Mallory a fait sensation lorsqu'il a révélé pour la première fois son travail avec les cartes de Piri Reis lors d'une émission de l'université de Georgetown en 1956. Il a osé suggérer que les cartes étaient peut-être le fruit d'une étude aérienne. Le professeur Hapgood s'est montré plus prudent cependant et a simplement laissé entendre qu'elles étaient le fruit d'un travail d'une culture maritime perdue. L'hypothèse d'une enquête aérienne aurait nécessairement été tributaire d'une société technologique très avancée. Non seulement des machines volantes auraient été nécessaires, mais la photographie serait également nécessaire pour une telle étude. Les anciens avaient-ils aussi des appareils photo ? Disséminés dans toute la France, il y a de nombreuses cavernes anciennes fortement décorées de sculptures et de peintures datant de 10 000 à 30 000 ans. Plus de 2000 animaux y sont représentés, dont 600 chevaux, 510 bisons, 205 mammouths et 176 bouquetins, selon une étude publiée par H. Breuil en 1952. À côté de cette impressionnante ménagerie, il existe une multitude d'autres dessins bien plus mystérieux. Ils montrent des objets ovales en forme de disque, certains se tenant apparemment sur des pieds de trépied avec des échelles qui en descendent. Les archéologues ne peuvent pas les expliquer, mais ils ressemblent étrangement aux descriptions modernes des soucoupes volantes. La principale autorité française, Aimé Michel, va même jusqu'à suggérer que c'est exactement ce qu'elles sont. D'anciens documents en Chine décrivent des soucoupes volantes et des lumières mystérieuses dans le ciel. Elles étaient généralement considérées comme des dragons, et les premiers Chinois ont noté que ces choses volaient régulièrement année après année, siècle après siècle. D'autres manuscrits anciens, conservés en Inde, mentionnent les vimanas, des voitures aériennes, comme si elles étaient monnaie courante. Il y a 5000 ans, un sage nommé Maharishi Bhardwaj a écrit une description détaillée de ces vimanas, racontant comment ils pouvaient se déplacer dans toutes les directions en silence,
couvrir de vastes distances et même devenir invisibles. Ils étaient censés être propulsés par des airs et des rythmes, peut-être une façon poétique de décrire le bourdonnement et le ronronnement de machines complexes et peu comprises. En apparence, ils ressemblaient aux cônes volants qui ont été fréquemment décrits dans les rapports des témoins modernes d'OVNI dans le monde entier. Bien que ce type de preuve soit surabondant, il n'a jamais été systématiquement étudié par des universitaires qualifiés. Au lieu de cela, ce matériel est tombé entre les mains de divers adeptes et étudiants des pseudosciences marginales. Il a été utilisé pour faire progresser la croyance en tout, de l'Atlantide perdue aux visiteurs extraterrestres venus d'une lointaine planète. Souscrire à l'une de ces croyances multiples, c'est exclure toutes les autres possibilités. Nous devons envisager toutes les possibilités et éviter de croire et n'accepter que les faits réels. 2 faits essentiels sont déjà clairs. 1. Il y a toujours eu des objets étranges dans le ciel au-dessus de cette planète. Ils ont été vus par les premiers hommes et le sont encore aujourd'hui, comme en témoigne la Bible et d'autres documents disponibles. 2. Quelqu'un a cartographié la Terre avant l'ère glaciaire. Nous n'avons aucun moyen de savoir qui ils étaient ni comment ils s'y sont pris. Si les cartes de Piri Reis étaient le produit d'une étude aérienne, alors peut-être y avait-il une civilisation avancée quelque part dans les Amériques ou le Pacifique, éloignée des groupes aléatoires d'hommes primitifs. Ainsi, 2 cultures peuvent avoir existé simultanément. L'une très avancée et volontairement éloignée de l'autre. Il était inévitable que les 2 cultures se croisent occasionnellement et que le groupe supérieur affecte le groupe inférieur de nombreuses façons. À un certain moment de l'histoire, la culture supérieure a été soit détruite par une catastrophe monumentale, soit retirée d'une manière ou d'une autre, ne laissant pratiquement aucune trace derrière elle. Ainsi, tout notre dossier sur cette superculture provient des observations de l'homme primitif. Notre seule preuve est le léger chevauchement qui a eu lieu, le résidu de l'effet de la superculture sur la sous-culture. L'homme primitif a été profondément influencé par la superculture et guidé par elle. Il y a même des indications que des membres de la superculture sont en fait apparus avant l'homme primitif et ont pris la relève en tant que roi et dieu-roi pour diriger son développement précoce. De telles apparitions ont contribué à générer nombre de premières croyances religieuses de l'homme. La science s'efforce d'ignorer les preuves de plus en plus nombreuses que nous ne sommes peut-être pas la seule forme de vie intelligente sur cette planète. Pourtant, les historiens ont toujours soigneusement consigné les événements qui indiquent qu'une race para-humaine existe bel et bien à nos côtés. Des millions de personnes les ont rencontrées et des milliers de livres ont été écrits sur ces rencontres. Peu importe l'endroit où vous vivez sur cette planète, quelqu'un dans un périmètre de 200 km autour de chez vous a été directement confronté à une apparition effrayante ou à un monstre inexplicable au cours de la dernière génération. Il s'agissait peut-être même de votre cousin ou de votre voisin. Il y a une chance, une très grande chance, qu'au cours des prochaines années, vous vous retrouviez face à face avec un humanoïde géant couvert de cheveux ou à un petit homme aux yeux globuleux, entouré d'une lueur fantomatique verdâtre. Une variété presque infinie de créatures connues et inconnues prospèrent et apparaissent régulièrement, année après année, siècle après siècle. Des millions de personnes ont été terrifiées par leurs apparitions inattendues dans des forêts isolées, sur des routes désertes et même dans les ruelles tranquilles de villes très peuplées. Des comtés entiers ont été saisis par une folie monstrueuse, chaque homme disponible se joignant à des groupes armés pour battre les buissons à la recherche de ces choses incroyables qui ont tué des troupeaux de vaches et abattu chiens et chevaux. Au cours des 100 dernières années, des milliers d'articles sont apparus dans les journaux du monde entier, décrivant ces rencontres incroyables avec d'improbables créatures inconnues de la science. Tous ces articles peuvent-ils être des canulars et des blagues de journalistes ? Peut-on croire que les grandes agences de presse, dont l'existence même dépend de leur fiabilité, emploient des hommes pour concocter et faire circuler des histoires irresponsables sur des géants poilus et des pygmées à la tête de machines volantes circulaires ? Pouvons-nous conclure que des millions de personnes gravement effrayées qui ont signalé ces rencontres à la police et aux autorités locales ne sont que des menteurs et des fous pathologiques? Nous savons que notre petite planète est infestée d'animaux et d'insectes remarquables qui défient le bon sens. Avez-vous déjà songé à l'absurdité totale de la girafe? Ou ce rongeur inepte, le lemming, dont des groupes marchent périodiquement sur des kilomètres de glace en Arctique pour se noyer dans la mer? Les scientifiques ont bien ri en 1856 lorsque Paul Duchaillu est revenu du Congo et a décrit sa rencontre avec un géant poilu. Il se tenait à une douzaine de mètres de nous, et c'était un spectacle que je pense ne jamais oublier. Haut de près de 2,50 mètres avec un corps immense, une énorme poitrine et des bras musclés, avec de grands yeux gris profonds qui brillaient férocement. Il se tenait là et battait sa poitrine avec ses énormes poings jusqu'à ce qu'elle résonne comme une immense grosse caisse. Nous savons maintenant que Duchaillu a été le premier homme blanc à rencontrer un gorille en Afrique. Les gorilles n'existaient pas en 1856, simplement parce que les scientifiques de Londres et de Paris ont déclaré qu'ils n'existaient pas. Les gens voient encore des choses qui n'existent pas scientifiquement.
Il les voit au Nebraska, en Angleterre, en Sibérie, en Asie du Sud-Est, etc. Le 15 août 1966, une dépêche de Reuters en provenance de Malaisie a signalé qu'un singe d'environ 6 mètres de haut était en liberté. Les habitants du petit village de Segamat ont été cités dans la presse locale et ont décrit un géant timide et inoffensif qui se baladait dans les buissons, laissant d'énormes empreintes dans son sillage. Le rapport spéculait que peut-être le singe géant était en mouvement à cause de la pression de la civilisation en progrès et de la perte de son habitat. Un singe de 6 mètres de haut est une impossibilité biologique, mais cela ne signifie pas qu'il ne peut pas exister. Berwick en Nouvelle-Écosse sonne exotique et lointain. En fait, elle se trouve sur la péninsule canadienne au large des côtes du Maine. En avril 1969, selon le Evening News, de nombreux habitants de la périphérie de cette petite ville ont vu une silhouette géante de 5 mètres de haut. Il était question d'une grande forme très sombre, qui se déplacerait dans le paysage à grande vitesse. Après que les premiers témoins aient signalé le fantôme, comme on l'a appelé, la police locale a dû affecter 2 voitures à la zone pour contrôler la circulation pare-choc contre pare-choc des curieux venus voir le phénomène étrange de leurs propres yeux. En Nouvelle-Écosse, les gens voient toutes sortes de bizarreries depuis des années. Des serpents géants lumineux qui sont apparus soudainement et ont mystérieusement disparu y ont été signalés en 1967. Les apparitions ont engendré toutes sortes de cultes allant de l'angélologie, l'étude des apparitions fréquentes d'anges, à l'ufologie, l'étude des soucoupes volantes. Depuis 1896, un assortiment spectaculaire d'apparitions bizarres nous tombe du ciel pour nous tourmenter. Un géant nu a visité le Michigan en 1897 selon les journaux de l'époque. Ces 20 dernières années, l'Amérique du Sud a été infestée par des êtres allant de géants de 2,50 m de haut, avec des yeux simples au milieu du front, à de petites choses en forme d'homme de seulement 70 cm de haut. Des géants cyclopéens auraient également été vus dans l'est de l'Oregon, et un animateur radio du Minnesota affirme avoir rencontré un petit groupe de minuscules boîtes de conserve animées de seulement 15 cm. D'autres créatures hautes de 4 à 6 mètres ont effrayé les populations dans des endroits aussi dispersés que le Mexique et l'Argentine. Depuis 1966, en Virginie occidentale, plus de 100 personnes ont vu une sorte de grande figure grise ressemblant à un homme avec des ailes. Elle a des yeux rouges brillants et est connue localement sous le nom de Mothman. Une créature similaire a horrifié 4 adolescents dans le Kent, en Angleterre, en 1963. Ce ne sont là que quelques-uns des exemples de monstres et de cauchemars qui figurent dans notre lexique. Il y en a des centaines. Malheureusement, il y a très peu de preuves scientifiques que ces choses existent réellement. Dans de nombreux cas, des empreintes de pas inhabituelles ont été trouvées sur le sol par la suite, et des moulages en plâtre en ont été faits. Dans certains cas, les témoins ont été griffés ou sont entrés en état de choc et ont dû être soignés. À de nombreuses reprises, les policiers et les shérifs ont suffisamment réfléchi à la crédibilité des témoins pour organiser des équipes de recherche afin de parcourir la zone à la recherche de traces de ces bêtes insaisissables, hélas toujours sans aucun succès. Dans la tradition occulte, ces entités ont été décrites pendant des siècles et sont appelées élémentaux. Le phénomène prend de nombreuses formes et a sans aucun doute inspiré le folklore massif sur les fées et les lutins, ainsi que les vampires et les démons, et la multitude de ghouls, de gobelins et de banshees qui ont toujours occupé notre planète hantée. Ils semblent avoir la capacité d'assumer n'importe quelle forme ou déguisement. Certains, sinon tous, semblent être le produit d'un processus hallucinatoire compliqué capable d'alimenter de fausses images dans l'esprit des percepteurs. Ainsi, un groupe de personnes dans une même pièce peut parfois donner des descriptions totalement contradictoires d'une apparition, alors que certaines personnes peuvent ne pas les voir du tout. Il y a bien sûr toutes sortes de facteurs psychologiques qui pourraient aussi expliquer certaines de ces hallucinations et apparitions. Vous connaissez bien sûr les empreintes géantes du célèbre abominable homme des neiges de l'Himalaya qui ont été vues et photographiées par de nombreuses expéditions d'alpinisme. Mais saviez-vous que le même genre de créature haute et poilue a été fréquemment vu partout aux États-Unis ? Il ou elle se promène presque chaque année dans les endroits tels que la Californie, le Michigan, la Floride ou New York. Des centaines de personnes ont vu cet abominable homme des neiges au cours des 100 dernières années. Toutes leurs descriptions concordent. La fiabilité de la plupart de ces personnes est incontestable. Nous avons personnellement enquêté sur de nombreux cas et nous avons parlé aux témoins pendant des heures en recherchant des divergences dans leurs récits et en essayant de découvrir les aberrations émotionnelles ou psychologiques. Notre étude conclut que la grande majorité de ces personnes disent la vérité. N'importe lequel d'entre eux ferait un témoin acceptable et crédible devant un tribunal s'il était appelé à témoigner sur une affaire plus banale. Nous n'avons pas affaire à des fous furieux ni à des chercheurs de publicité. Ce sont des gens qui vous ressemblent beaucoup et contrairement au cynisme des rédacteurs en chef de New York, la plupart des gens sont honnêtes
et ils sont particulièrement sincères lorsqu'ils essaient de décrire un événement inhabituel mais peut-être important à des officiers de police, des journalistes et des enquêteurs scientifiques. La plupart des articles de journaux sont très fiables. Nous avons personnellement eu l'occasion de vérifier de nombreuses coupures de presse en nous rendant sur les lieux et en parlant directement aux témoins. Nous avons souvent constaté que les journaux locaux avaient en fait protégé le témoin en minimisant ou en supprimant complètement les aspects les plus incroyables de son histoire. Cela signifie que de nombreux comptes rendus de journaux ne donnent qu'une description superficielle de l'événement et qu'une enquête approfondie sur place est nécessaire pour découvrir tous les détails. Au fur et à mesure, vous constaterez qu'il existe des corrélations et des similitudes frappantes dans nombre de ces histoires, quel que soit le lieu ou le moment où elles se sont produites. Les plus petits détails deviennent les plus significatifs. Des événements identiques ont été rapportés en France, au Brésil et dans l'Ohio. Pourtant, peu de ces récits, voire aucun, n'ont été largement diffusés au-delà de leur région d'origine. Si tous ces gens sont des menteurs, nous ferions mieux de lancer un programme psychiatrique pour déterminer comment autant de menteurs lointains sont capables de trouver les mêmes détails significatifs et corrélés dans leurs mensonges. D'autre part, il existe un groupe important d'hommes qui ne sont pas fiables et qui sont souvent irresponsables. Au cours des dernières années, notre travail nous a mis en contact presque permanent avec ce groupe. Ils se font appeler scientifiques, et ils font généralement suivre leur nom d'un doctorat. La science est devenue une vache sacrée. Il ne se passe guère des mois sans qu'un autre scientifique ne soit pris en train de falsifier son matériel statistique ou de tricher dans ses expériences. Ces dernières années, des escroqueries scientifiques telles que l'eau polymérisée et la fusion à froid ont fait la une des quotidiens et les fausses déclarations de nouvelles découvertes scientifiques sont devenues monnaie courante. Les normes jadis rigides du monde universitaire ont été remplacées par des égos surdimensionnés, des conflits de personnalité permanents, des tricheries, des fraudes et des faux de toutes sortes, et une absence totale d'éthique dans la poursuite folle de subventions gouvernementales faramineuses. La science est devenue une honte majeure et les scientifiques sont désormais proches des politiciens en termes de crédibilité. En toute justice, nous devons admettre qu'il existe pourtant deux types de scientifiques. Le type A, il travaille pour une grande entreprise ou une importante agence gouvernementale. Il est un producteur reconnu, il a contribué à la mise au point de nouveaux savons ou dentifrices ou de moteurs atomiques. Il est rarement cité dans la presse. Pendant son temps libre, il écrit des articles scientifiques qui apportent une contribution dans son domaine de prédilection. Bien qu'il puisse avoir un grand ego et d'autres défauts humains, il ne recherche pas la publicité et ses rares déclarations publiques sont soigneusement formulées et souvent sensées. Et il y a le type B, qui n'est pas un producteur. Il est généralement professeur dans une université ou un petit collège. Il est pris dans l'atmosphère vicieuse du publier ou périr de notre système éducatif et il broie donc aussi des tonnes de livres et de documents, généralement sur la base d'un plagiat systématique des œuvres du type A. Il recherche la publicité et il est courant pour les journalistes de faire appel à l'autorité disponible la plus proche lorsqu'un événement inhabituel se produit. Si, par exemple, une météorite traverse le ciel local, le journaliste appelle le professeur d'astronomie de l'école la plus proche. Ce professeur parlera sans réfléchir ou il se précipitera sur son étagère et citera les travaux du scientifique de type A. Une grande partie des déchets scientifiques que vous lisez dans vos journaux quotidiens proviennent de la bouche de type B. Le type A est généralement trop occupé, trop inaccessible et trop intelligent pour pontifier pour la presse. Depuis des années, les scientifiques de type B nous disent que l'abominable homme des neiges n'existe pas. Aucun de ces hommes ne s'est jamais aventuré dans les environs de l'Himalaya. Leurs conclusions étaient basées sur le fait qu'aucune littérature scientifique n'existait sur le sujet. De même, un certain nombre de professeurs d'université, sans prendre la peine de parler à un seul témoin, ont identifié le Mothman de Virginie occidentale comme une sorte d'oiseau ordinaire. Il n'y a qu'un seul groupe d'autorités acceptable pour nos histoires de monstres, les témoins eux-mêmes. Notre seule preuve est le témoignage, le même type de preuve utilisée devant les tribunaux. Trop de personnes honnêtes et fiables ont vu ces choses pour les ignorer. Trop de journaux ont publié trop de ces histoires pendant trop d'années. La question n'est donc pas là. Ces personnes ont-elles vu quelque chose? Ou plutôt, qu'ont vu ces personnes? Lorsque notre programme spatial a été lancé, son objectif publiquement avoué était la recherche de la vie extraterrestre. Un défi dramatique et imaginatif certes, mais cette planète fourmille de toutes sortes de vies dont nous ne savons absolument rien. Vous avez vu le minuscule insecte connu sous le nom de lépisme argenté? Il semble vivre dans les reliures des livres, un minuscule insecte blanc qui mange de la colle. Au dernier rapport, aucun scientifique ne s'était encore donné la peine d'étudier le lépisme argenté et de connaître son cycle de vie. Nous ne savons absolument rien des insectes qui rampent sur nos étagères et pourtant nous cherchons de la vie en dehors de cette planète. Nous avons une théorie. Elle n'est pas très scientifique mais elle est basée sur les faits connus. Ces créatures et ces événements étranges ont tendance à se reproduire dans les mêmes régions année après année, siècle après siècle. Ceci en soi indique que les créatures vivent en quelque sorte dans ces zones que nous appelons fenêtres.
La Virginie occidentale a connu de nombreux rapports de créatures inhabituelles avant l'apparition du Mothman en 1966. Des chasseurs expérimentés et même des hélicoptères ont recherché ces monstres immédiatement après certains de ces événements et n'ont trouvé aucune trace d'aucune cachette. Alors, où sont-ils allés? Les explications banales ne semblent pas correspondre aux faits connus. Nous devons nous creuser un peu la tête et étendre notre imagination au paranormal. L'apparition et la disparition soudaine de ces créatures sauvages et inconnues dans le monde entier, même dans des zones densément peuplées, laissent penser qu'elles disposent d'un moyen de transport ou qu'elles sont délibérément déposées ici et récupérées par un moyen de transport quelconque. Bien que des objets volants non identifiés soient fréquemment aperçus dans ces mêmes fenêtres, ils parviennent eux aussi à apparaître et à disparaître sous les yeux perplexes des pilotes de chasse de l'armée de l'air. Il est évident qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus compliqué. Certains spécialistes jouent maintenant avec des théories impliquant des concepts de la 4e dimension. Des chercheurs comme Alan Greenfield d'Atlanta ou du britannique Brinsley Lopower Trench se sont penchés sur des idées impliquant une interpénétration. Ils spéculent qu'un autre monde existe en dehors de notre continuum espace-temps et que ces myriades d'objets et de créatures ont trouvé des portes de leur monde vers le nôtre dans ces secteurs fenêtres. Il s'agit certes d'une idée farfelue, mais une grande partie des données la soutient. Quelle que soit la source, quelque chose d'étrange engloutit notre planète. Peu importe que ces incroyables viennent d'une lointaine étoile ou de la 4e dimension. Ils sont ici, et ils ont été vus par beaucoup.